1877-827-2346. Conflit israélo-palestinien, on a l'impression de l'avoir toujours connu, on l'avoir toujours vécu en filigrane quelque part dans notre tête, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. De quoi il s'agit? C'est quoi comme complexe? Ça a l'air d'être complexe, ça a l'air d'être long, ça a l'air d'être sanglant. Et au-delà de ça, je pense qu'on a un devoir d'en connaître le contexte avant de juger qu'est-ce qui est en train de se passer, avant d'établir des étiquettes pour l'un ou pour les autres. Revenons dans l'histoire, revenons dans le contexte stratégique, géopolitique. Et donc, on a pensé inviter Rachad Antonius, qui est spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie à l'UQAM. Monsieur Antonius, c'est un grand plaisir de vous accueillir à Cube. Le plaisir est à moi. Ce que je vous propose, Monsieur Antonius, c'est d'y aller avec des questions en rafale, essayer de répondre très rapidement à ces questions-là. Et je suis sûre que plusieurs de nos auditeurs se posent. Parfait. Et n'arrivent pas nécessairement à trouver des réponses à leurs questions. Je les ai. Qui sont les protagonistes de ce conflit? Parce qu'on en entend beaucoup. Il y a les Arabes, il y a les Palestiniens, il y a les Israéliens, il y a l'Iran, il y a les Hezbollah, il y a le Hamas. C'est qui les principaux? Non, il y a essentiellement deux groupes de gens, des Palestiniens et des Israéliens, essentiellement. Qui sont les Palestiniens? Ce sont les habitants originaux de ce territoire. Ils sont là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon, donc en 1900 et quelques, il y avait essentiellement des Palestiniens et très peu de Juifs. Il y avait peut-être 5 ou 6% de Juifs au début du 20e siècle qui étaient là essentiellement pour des raisons religieuses, certains de passage, certains établis, mais c'était une terre essentiellement palestinienne et qui parlait l'arabe et qui était une province de l'Empire ottoman. OK. Bon, ça c'est les Palestiniens. Et c'est aujourd'hui ce groupe-là dont une partie a été expulsée de sa terre. On va revenir à l'expulsion. Deuxièmement, il y a les Israéliens. Alors, qui sont les Israéliens? Les Israéliens n'étaient pas là au début du 19e siècle. C'est à partir des années 1915-1917 que, en réponse aux difficultés qu'ils vivaient en Europe, une partie de la communauté juive européenne a dit « La seule façon pour nous d'être en sécurité, c'est d'avoir notre État. » Ça, c'est Théodore Herzl, notamment. C'est Théodore Herzl qui a formulé cette proposition en 1897. Et là, le mouvement sioniste est né de ça, et la Grande-Bretagne a appuyé l'idée qu'on forme un foyer national pour les Juifs en Palestine. Et tout ça, c'est en 1917. De 1917 à 1947, le nombre de Juifs a augmenté. Il y a eu une immigration juive, surtout qu'il y a eu l'Holocauste, qui était quelque chose d'horrible. Absolument. Et que donc les Juifs étaient sous menace d'être exterminés. Donc c'était tout à fait pensable qu'ils viennent s'établir ailleurs, et ils ont choisi de venir là. Et en 1947, donc, il y avait 33% de la population était juive. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Les Arméniens aussi ont failli être exterminés par la Turquie. Ils sont venus en Syrie et en Palestine, mais ils n'ont pas voulu faire un État à eux. Ils se sont intégrés dans la population. Les populations juives qui sont venues d'Europe n'ont pas dit on va s'intégrer à la population, ils ont dit on va faire un nouvel État. Et donc, ils ont fondé l'État d'Israël sur un territoire où il y avait beaucoup de Palestiniens. Les Palestiniens ayant refusé, il y a eu une guerre, et les 2 tiers des Palestiniens ont été chassés suite à cette guerre. Oui, pendant cette guerre. Entre 47 et 49, 2 tiers des Palestiniens qui vivaient dans ce qui allait devenir l'État d'Israël ont été expulsés. Donc, il est resté les Juifs essentiellement, un petit nombre de Palestiniens, et donc l'ONU a reconnu Israël comme un État, et là, les Juifs d'Europe ont commencé à venir de façon beaucoup plus nombreuse, et Israël a commencé à aller recruter les Juifs des pays arabes. Ils ont intéressé les Juifs marocains, par exemple, à venir s'installer. Beaucoup de ces Juifs, aujourd'hui, regrettent d'avoir quitté leur pays d'origine. Parce qu'ils n'étaient pas chassés par ces pays-là. Ils n'ont jamais été chassés, ni par le Maroc, ni par la Tunisie. Alors, en Égypte, il y a eu, à un moment donné, une hostilité suite
à la création d'État d'Israël, Oui. mais aussi suite à des incidents d'espionnage où les Juifs égyptiens avaient travaillé pour le compte d'Israël. Ça a créé une hostilité. Bon, mais c'est un détail tout ça. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il est arrivé donc que l'État d'Israël a été fondé. Les Palestiniens n'ont jamais accepté, donc il y a eu plusieurs guerres. Au courant de ces guerres, la dernière étant celle de... Enfin, pas la dernière, celle de 60... en 48 d'abord, il y a eu une première guerre et Israël a occupé un territoire qui aujourd'hui est ce qu'on reconnaît comme étant Israël. Auprès du droit international. Aux yeux du droit international, le territoire reconnu par le droit international est un peu plus petit que celui qui est reconnu actuellement. Okay. Mais à toute fin pratique, Ça. La ligne d'armistice de Oui. fin de la guerre de 49 a été reconnue comme étant le territoire israélien. Bon, en 67, il y a eu une nouvelle guerre et Israël a occupé la Cisjordanie et Gaza. La différence entre 67 et 48, c'est qu'entre-temps, le droit international avait évolué et il y a eu un principe qui a été inscrit de façon fondamentale dans le droit, interdiction d'annexion de territoire par la force militaire. Donc, la Cisjordanie et Gaza n'ont jamais pu être incorporés à Israël de façon légale. Donc, ça reste jusqu'à aujourd'hui des territoires occupés militairement. Et ça, c'est pas une opinion personnelle. C'est le droit international. C'est le droit international, mais c'est aussi ce qui est dit par le gouvernement du Canada sur son site web. D'accord. Si vous allez sur le site web du gouvernement du Canada, il vous dit ce sont des territoires occupés. Donc, pour résumer tout ça, il y a les Israéliens, il y a les Palestiniens. Les Israéliens occupent un territoire qui est reconnu comme le leur, mais ils occupent aussi la Cisjordanie et Gaza. Qui n'est pas le leur. Qui n'est pas le leur, là où vivent la majorité des Palestiniens. Et pour maintenir cette occupation, ils utilisent une violence dont on a très peu idée ici. Parlez-nous de cette violence, parce qu'on parle très peu de cette violence et je vous dirais que tout le monde marche un peu sur des œufs lorsque vient le temps de parler de cette violence, particulièrement depuis les événements terroristes de la fin de semaine. Alors, oui, avant de parler de la violence, je dois dire que ces événements de la fin de semaine ont inclus des massacres de civils qui sont un crime de guerre. Absolument. Et il faut condamner ces massacres sans aucune nuance de la part du Hamas. Cependant, la résistance palestinienne et celle du Hamas ne se réduit pas à ces massacres. Ces massacres ont été une partie, on ne sait pas qui les a fait exactement, ça peut être les combattants du Hamas ou bien les combattants d'autres groupes islamistes qui travaillent avec le Hamas, on ne sait pas. Mais ça s'est fait sous l'égide du Hamas, ça doit être condamné. Mais ce que je veux dire, c'est que la résistance palestinienne ne se réduit pas à cette violence et il ne faut pas délégitimer l'ensemble de la résistance à cause de ces violences, même si on condamne les violences elles-mêmes. Bon, alors, pourquoi ils ont réagi comme ça? Il ne faut pas justifier, mais on peut expliquer, essayer de comprendre. C'est que dans le cadre de cette occupation, l'armée israélienne détruit des maisons. Plusieurs dizaines de milliers de maisons, rien que cette année avant l'offensive. L'armée israélienne tue des civils. 200 civils tués seulement entre janvier et septembre, dont beaucoup de jeunes, des enfants, quelques vieillards. Okay? 200 personnes tuées avant toutes ces affaires-là. L'armée israélienne démolit des maisons, deux types de démolition. Une démolition administrative, ça veut dire quoi? Un Palestinien a une terre, il veut construire une maison. Israël ne lui donne pas le permis. Il finit par le faire. Israël vient lui dit, tu vas la démolir toi-même parce que c'est interdit, même si c'est sur ton terrain. Et si tu ne la démolises pas, nous, on va la démolir, mais on va te charger pour la démolir. Alors, vous avez des situations où des Palestiniens ont vu toute l'économie de leur vie. Ils ont fait une maison et ils sont obligés eux-mêmes de la détruire parce que sinon, ça va leur coûter plus cher. Et il y a les démolitions dites de sécurité. Ça veut dire quoi? Ou punitives. C'est plus punitive. Alors, disons qu'il y a un jeune Palestinien qui a eu une altercation avec des soldats, il y a eu de la violence. Israël vient, elle détruit la maison de son père ou de son frère ou de son cousin parce que le cousin, le frère ou le fils... Par vengeance. Pas par vengeance, par punition. Pour punir celui qui a fait un acte de violence, on va punir sa famille. Mais que dit la communauté internationale sur ça? Alors, la communauté internationale se tait à toute fin pratique. Sur papier, elle dit « c'est inacceptable ». Et une fois qu'elle a dit ça, c'est inacceptable, elle oublie. Et elle dit aux Palestiniens et aux Israéliens « négociez ensemble ». La seule solution, c'est de négocier.
Mais quand ils négocient juste eux les deux, si la négociation a lieu dans le cadre de l'ONU, le droit international va être respecté. Si la négociation a lieu en dehors du cadre de l'ONU, juste entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est le rapport de force brut qui va s'appliquer et les Palestiniens n'ont pas leurs droits. C'est pour ça que la situation continue jusqu'à présent. C'est parce que la communauté internationale ne veut pas mettre le point sur la table et dire à Israël, écoutez, vous devez trouver une solution en respect du droit international. Monsieur Antonius, les pays arabes, là, il y a beaucoup de pays riches dans les pays arabes. Oui. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, bref, beaucoup de pays qui se sont enrichis avec le pétrole, évidemment, on le sait. Comment se fait-il que la cause palestinienne ils n'ont pas établi de rapport de force sur la question palestinienne avec tout l'argent qu'ils ont? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on entend un silence assourdissant provenant de la communauté arabe? Il y a deux aspects de ce silence. Il y a le rapport de force entre les sociétés arabes et l'Occident. La question palestinienne n'est pas une question d'argent. C'est une question d'occupation du territoire qui se fait avec des rapports militaires et politiques. Militairement, Israël est dominant parce qu'il y a tout l'Occident qui appuie Israël, et politiquement, c'est la même chose. Il y a tout l'Occident qui appuie Israël. Donc, politiquement, les Arabes ne font pas le poids. L'argent, ils peuvent aider les Palestiniens à manger, à continuer à vivre, mais ils ne peuvent pas changer ce rapport de force. La communauté arabe, par ailleurs, pas la communauté, mais les dirigeants arabes, ont décidé que pour maintenir leurs intérêts, de plus en plus, ils ne veulent pas se fâcher avec les Américains, qui font pression pour qu'ils s'allient avec Israël, mais en plus, les pays pétroliers ont ravivé la compétition avec l'Iran, qui se trouve à être chiite, alors que la plupart des pays arabes sont sunnites. Et donc, cette division, qui est une division purement religieuse, d'interprétation, qui aurait pu rester à l'intérieur des mosquées, est instrumentalisée politiquement. Et l'Arabie saoudite, voulant s'opposer à l'Iran, a décidé que peut-être qu'il faut s'allier avec Israël pour cela. Et en cela, elle a trahi non seulement les intérêts des peuples de la région, mais des Palestiniens, de son propre peuple. Et il y a cette tendance à vouloir s'allier avec Israël pour lutter contre l'Iran. Alors ça explique en partie pourquoi les Arabes n'appuient pas la Palestine. Mais il y a un élément beaucoup plus fondamental. C'est que l'arabité, ce n'est pas une ethnie. C'est une identité culturelle, mais c'est un projet politique. Le panarabisme... Le panarabisme est un projet politique, ce n'est pas une identité culturelle. Est-ce que vous considérez que l'idée du panarabisme est morte aujourd'hui? Plus ou moins, elle est presque morte. Elle n'est pas entièrement morte parce qu'elle est très présente au niveau culturel chez les intellectuels, les artistes, les peuples. Écoutez, vous allez au Maroc, les gens vibrent avec Kulsoum et avec Fayrouz. Vous allez... Alors, du côté du Mashrek, on connaît moins la culture marocaine, mais on va connaître un peu plus Cheb Khaled ou bien des gens comme ça. Bon, alors, les poètes arabes sont lus par tout le monde. Donc, il y a une certaine... résonance culturelle entre les peuples de ces pays, mais il n'y a pas de projet politique commun. Est-ce que le conflit israélo-palestinien est devenu plus important aux yeux des Perses et des Chiites et de l'Iran qu'il ne l'est aujourd'hui aux yeux des Arabes? Alors, oui, mais c'est pas parce qu'ils sont... C'est pas à cause... Pour des raisons politiques. Qu'ils sont perses. En fait, ce sont les revendications, les mouvements de libération du tiers-monde. Ce qu'on appelait le tiers-monde il y a 30 ans, qu'on appelle les pays du Sud aujourd'hui, qui sont restés des causes importantes pour l'Iran, parce que l'Iran est encore exclu de ce système. Les dirigeants des autres pays arabes ont abandonné depuis 20 ans, depuis 30 ans, les idéaux des luttes d'abord des pays du Sud et même les idéaux du non-alignement. Et donc, ils se sont alignés aux Américains et donc ils ne portent plus ces luttes. Et donc, la question palestinienne est un dommage collatéral de ce changement, alors que pour l'Iran, qui est en opposition avec l'Occident sur un certain nombre de points, cette lutte des peuples du Sud compte. Et c'est plus à ce titre-là. Avant de vous laisser, M. Antonius,
Est-ce qu'on pourrait un jour voir ce conflit se résorber? Oui, à long terme. C'est une guerre de 100 ans. Okay? Elle a commencé il y a un peu plus de 100 ans. Elle ne va pas se résoudre en une semaine. Et pour qu'elle soit résolue, il faut que le rapport de force change. Dans le rapport de force actuel, Israël n'a aucun intérêt à faire des compromis. Alors que si le rapport politique change, ça signifie que si les sociétés arabes arrivent à faire pression sur l'Occident pour que l'Occident fasse pression sur Israël, on pourrait avoir une solution. À l'intérieur d'Israël, il y a des groupes minoritaires qui sont pour un dialogue, pour une coexistence. Ils étaient forts dans les années 90, le mouvement de la paix s'est effondré, mais il y a des gens qui maintiennent cette idée encore vivante, et on ne peut qu'espérer. C'est sûr qu'un jour, il va être résolu. Est-ce que ça va prendre 10 ans ou 50 ans? Je ne le sais pas. Mais éventuellement, on ne va pas continuer comme ça pour le restant de l'existence. Espérons plus tôt que tard. Rachad Antonius, je vous aurais gardé au moins 5 heures de plus. Inch'Allah, que ça finisse bientôt. Mais je reviendrai avec plaisir, si vous voulez. Avec plaisir, on va vous rééditer l'invitation. Rachad Antonius, Merci. Spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie à l'UQAM. Merci. Pour comprendre le...